Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. Nous allons aujourd'hui vous raconter le parcours d'un tueur dont la méthode est plutôt originale dans l'histoire du crime. Un homme qui approche ses victimes grâce à des petites annonces. Tout commence à l'automne 1997, quand Claude et André Girard s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles de leur fille, qui vit en région parisienne avec un patron de discothèque. L'enquête, d'abord menée par la famille, relayée ensuite par les gendarmes, va durer 2 ans avant d'aboutir à la vérité. Vous écoutez l'affaire Stranieri, première partie. On est à l'automne 97 et on a 2 parents très inquiets, c'est le moins qu'on puisse dire. Claude et André Girard qui n'ont pas de nouvelles de leur fille Nathalie. Claire Cornu, journaliste scène-de-crime.tv. Et c'est rare pour eux, ils sont très très proches de leur fille. C'est encore un petit peu leur bébé, un grand bébé de 30 ans, mais en tout cas leur petite fille chérie. Et ils n'ont plus de nouvelles. Pas de réponse aux appels, pas de réponse aux lettres. Le néant le plus total. Mais pourquoi notre fille ne nous donne pas signe de vie ? C'est contraire à ses habitudes. Et le temps passe. Claude Girard, père de Nathalie Girard. Alors nous, on rappelle. Personne ne répond. 1 fois, 2 fois, 3 fois, personne ne répond. Pourquoi cette rupture brutale alors qu'elle venait de nous demander de venir pour Noël ? C'est le premier indice qui nous inquiète. C'était pas dans ses habitudes. Le mois de décembre arrive, ils vont voir les comptes de leur fille être vidés peu à peu au profit de son compagnon. Tout est vidé. Oh ! Et il est vidé au profit d'Annemann. Alors je me dis, Annemann a besoin d'argent, mais ma fille a vidé son compte à son profit. Là, il y avait un point d'interrogation. C'était quand même anormal. Frédéric Annemann, le compagnon de Nathalie, est propriétaire d'un endroit assez particulier qui s'appelle l'île aux lapins. Il y a une auberge à l'étage et puis après vous descendez et vous arrivez dans une discothèque un petit peu vieillotte. C'est comme ça d'ailleurs que Nathalie l'a rencontrée puisque elle fréquentait cette discothèque avec son frère quand elle s'est établie en région parisienne. Et de fil en aiguille, elle a rencontré le propriétaire qui est devenu son compagnon. Je ne pense pas que c'était le genre de gendre idéal dans la tête des parents de Nathalie. Jean Chevet, avocat de la famille Adman. Il était quand même 25 ans plus âgé qu'elle, gérant de discothèque boîte de nuit, avec l'alcool qui circule. Ils n'étaient pas enchantés. Sa personnalité, son éducation, sa culture, rien ne concordait avec la nôtre, rien ne concordait avec celle de ma fille. Je savais qu'elle allait droit dans le mur. Je lui ai dit, tu pourras pas vivre avec cet homme. Elle était majeure. Elle avait 30 ans. Je pouvais pas l'attacher. Le monde de la nuit, c'est pas toujours très agréable. Nathalie et Frédéric décident de vendre le restaurant et la discothèque. Au départ, ils ne pensaient pas trouver un acquéreur très vite. Et un effet du ciel, il y a un acheteur qui se présente très rapidement et qui ne discute rien, qui prend en location pendant 3 ans et qui va acheter ensuite. Frédéric et puis Nathalie sont très contents et Nathalie va avertir par téléphone son père. Elle était euphorique, mais aussi Frédéric, son compagnon, qui a même pris le téléphone pour dire aux parents Girard « C'est génial, en plus on l'a vendu au prix fort, le type a même pas négocié, il nous le prend comme ça, 1,3 million, on est super heureux, on n'en espérait pas tant. » Ah bah j'ai dit donc, c'est un drôle de pigeon, votre gars, là. Elle est joyeuse. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, ma fille. Qu'ils vendent pour aller refaire leur vie ailleurs. Leur fille était prête à venir s'installer dans leur région, en Gironde, donc pas très loin de ses parents, de venir s'établir avec son compagnon pour peut-être fonder une famille près d'eux, avoir un nouveau métier pour elle, pour son compagnon. Donc c'était un peu la vente de tous les espoirs.
Et à partir de ce moment-là, fini. Silence total. Le silence par lui-même, le silence total, était contraire au tempérament et aux habitudes de notre fille. Ça collait pas, rien ne collait. Il s'était passé quelque chose, mais quoi? Et comme Claude Girard est un homme d'action, il décide d'aller constater sur place ce qui se passe. Donc ils prennent la caravane, et c'est parti pour 600 km. Et on va à l'île aux Lapins, s'enquérir de ce qui se passe. Et là, sa fille et Frédéric sont absents. C'est monsieur Straieri, l'acheteur, qui est là, qui a pris possession des lieux, qui est quelqu'un de très gentil, de très poli. Et qui essaie de les rassurer, enfin en tout cas qui leur dit oui, non mais attendez, moi j'ai des nouvelles, non, ils vont très bien, en tout cas j'ai pas eu vent de quelques soucis. Ils m'ont parlé d'aller en Algérie dans la famille de Frédéric, donc ils devaient aller passer les fêtes de fin d'année là-bas. Mais je vous assure, ils allaient bien. Pour Claude Girard et sa femme, c'est un peu la douche froide d'imaginer leur fille passer les fêtes de fin d'année avec d'autres personnes alors qu'elle leur avait promis, juré qu'elle serait auprès d'eux. On est désorienté avec mon épouse. On dit mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'il leur a pris? Enfin, on réfléchit, on dit mais c'est pas possible. Pourquoi notre fille nous a pas téléphoné? Si elle peut pas, c'est qu'elle est empêchée. Elle est empêchée par qui, par quoi, où, comment? Le père de Nathalie se dit, c'est Frédéric Adman qui est derrière tout ça. Le compagnon de ma fille, sachant qu'on n'était pas favorable à cette liaison, l'a entraîné. Notre fille, elle n'a pas disparu. Elle est d'une certaine façon entre ses mains, sous son emprise. C'est lui qui lui impose le silence. Et il va appeler au téléphone la famille de Adman, les frères, les sœurs, il va appeler tout le monde. Il va les harceler. Il se dit que ce n'est pas possible que eux n'aient pas de nouvelles. Et donc il s'énerve. Il les appelle et il n'est pas très diplomate. Il se dit que la famille lui cache quelque chose. Il n'y a pas que Frédéric, mais toute la famille lui cache quelque chose. Donc il se rend au commissariat de Juvisy pour faire une recherche dans l'intérêt des familles. Un fonctionnaire de police m'a dit « Vous avez des preuves ?»« Non. »« Il n'y a pas de délit ?»« Non. » Eh ben, oui, il n'y a pas de délit. Pourquoi voulez-vous qu'on la recherche? Votre fille, elle est saine d'esprit, elle est majeure, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Puis vous repartez. Vous partez comme vous êtes venu, puis vous dites « Ben voilà, il faut que je me démerde tout seul. » Et on s'est débrouillé tout seul avec mon épouse. J'avais pris un détective privé. Il cherche dans l'annuaire, il en prend un qui semble avoir pignon sur rue. Il le contacte. L'homme accepte de s'occuper de sa fille. Et puis assez rapidement, finalement, il lui dit, voilà, j'ai trouvé Nathalie Girard à Paris. Elle habite telle adresse. Il dit, votre fille, elle est là. Mais il dit, je peux plus m'en mêler maintenant. C'est une histoire familiale. Hein. Alors, allez-y doucement, monsieur Girard, avec votre fille. Hein? Mais je peux pas rien faire. Bon, la facture, 25 000 francs. J'y vais. Je planque. Rien. Je planque 2 jours devant l'immeuble. Il n'y avait qu'une sortie. Et le 2e jour, vers 16h, 17h, je vois une jeune femme qui sort. La même allure. Je la suis. Elle marche vite, moi aussi. Elle rentre dans un magasin de vêtements. Elle tripote des vêtements sur un porte-manteau. Je fais le tour, je pose le côté, j'écarte. C'est pas elle. C'était une homonyme. Ça fait des chocs incroyables. Ça fait des chocs violents parce que on croit avoir touché le but. Et puis tout d'un coup, tout s'effondre. Vous vous retrouvez à 0. Mais il faut repartir, il n'y a rien à faire. Monsieur Girard veut à tout prix prendre des initiatives puisque la police ne bouge pas. Alors il va faire des affiches avec la photo de sa fille et la photo d'Adman. Je placarde des avis de recherche partout dans Viry-Châtillon.
sur les arbres, sur les portails, dans les boîtes aux lettres, avec un avis de récompense à toute personne qui me donnera un renseignement. Je pense qu'il n'y a pas un habitant de Viry-Châtillon qui n'a pas vu ces affiches à cette période-là de leur vie, et ça les a sans doute marqués d'ailleurs. C'était obsessionnel, si on ne vivait que pour ça. Il n'y avait rien à faire, il fallait que je la retrouve. On s'est installé dans un camping à Villiers-sur-Orge. La caravane, c'était devenu notre refuge, notre seconde maison, quoi. Novembre, décembre, janvier, février, mars, c'était l'hiver. C'était dur. C'était dur. Et puis il retourne voir, bien sûr, Alfredo Stranieri, pour savoir, puisque lui était le seul à avoir eu des nouvelles la fois précédente, est-ce qu'il en a de nouvelles? Et Alfredo Stranieri en a, et pas des moindres. Il me dit, ah, ils sont venus à la maison, ils sont venus chez moi. Votre fille était bien, elle a dit qu'elle vous contacterait, mais elle est enceinte. J'ai dit, elle est enceinte. Elle se cache, elle est enceinte et elle nous prévient pas. Et c'est avec cette nouvelle que les Girard vont devoir repartir en imaginant que leur fille veut à ce point couper les ponts qu'elle ne leur partage pas sa joie de devenir mère. Les mois passent, Claude Girard et André Girard continuent leur coup de fil, continuent leurs lettres envoyées à l'île aux lapins. Parce qu'après tout, Alfredo Stranieri leur a dit « Non, mais quand ils passent, vous inquiétez pas, je leur remets bien leur courrier. Donc ils sont au courant que vous voulez des nouvelles. Moi, je leur transmets, je suis avec vous. » Et là, pour la première fois, en mai 98, ce sont les parents Girard qui sont appelés par Alfredo Stranieri. Stranieri nous téléphone en disant, voilà, j'ai eu un coup de téléphone de votre fille, elle s'est séparée, elle n'a plus d'argent, elle ne sait plus quoi faire, elle est désespérée, elle veut se suicider. Elle est dans un état épouvantable, elle est en dépression, elle souffre. Là, ça y est, elle en est à 6 mois de grossesse et en fait, elle se rend compte, elle ne veut pas de cet enfant avec Adman. Elle veut garder son enfant, mais elle a besoin de 200 000 francs pour pouvoir s'enfuir. Il nous affole. Il nous affole, notre fille est en danger, grave. On monte à Paris. Toujours la voiture, plus la caravane, tout ça. Je suis pressé. J'appuie. Mais je vois une culasse, lui, il n'est pas d'accord. Panne, garage. Bloqué à côté d'Angoulême. Et l'épouse, on réfléchit, on dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est une arnaque, c'est une tentative d'escroquerie. Quand j'arrive à Viry-Châtillon, je lui fais répéter ce qu'il a dit au téléphone. Là, il me dit, oui, je confirme. C'est bien ça, hein? Je dis, non, monsieur Stranieri, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est une arnaque. Je sais pas qui est derrière. Si c'est Adman ou si c'est vous, mais c'est une arnaque. Il faut pas le prendre de si haut. J'en ai assez, moi, c'est votre fille, c'est vos affaires, hein. Alors, point barre, hein, nous repartons. Mais là, les Girard, tout d'un coup, ils se disent, jusqu'ici, on a incriminé Frédéric Adman et uniquement Frédéric Adman, et on a accepté le fait que ce monsieur Stranieri était un gentil pigeon, puisqu'encore une fois, tout le monde en était convaincu, qu'il s'était complètement fait avoir en achetant rubis sur l'ongle cet endroit. Mais ils se disent, et si finalement, ils n'étaient pas de mèche ? Le commissariat de police de Juvisy, c'est toujours le même refrain. Votre fille est saine d'esprit, c'est pas une disparition inquiétante. Certainement une fugue ou une histoire de famille, ça nous regarde pas. Allez voir ailleurs. Si vous n'arrivez pas au commissariat ou à la gendarmerie avec la tête de votre fille sous le bras, ben on vous prend pas au sérieux. Non seulement on vous prend pas au sérieux, mais vous apparaissez comme un emmerdeur, qui était peut-être un père irascible ou un père dangereux pour sa fille, et la fille s'est sauvée. Alors que la disparition de Nathalie ne fait toujours l'objet d'aucune enquête, l'affaire va connaître un étrange rebondissement au début de l'année 1999. Une tentative de meurtre à Viry-Châtillon, dans les locaux de la fameuse auberge discothèque. Simon Cohen a 31 ans, c'est un directeur commercial. Ingrid Safrani,
avocate de Simon Cohen. Marié, 2 enfants, qui a une capacité financière non négligeable, qui se lance dans un achat compulsif d'une Jaguar, achat qu'il regrette assez rapidement. Donc il décide de la mettre en vente et il passe une annonce dans la centrale des particuliers. Il reçoit assez rapidement un appel d'un dénommé Frédéric Adman qui lui dit qu'il est très intéressé par son annonce et qu'il est prêt à l'acheter tout de suite. Il ne négocie pas, le prix lui convient tout à fait, alors que, bon, Simon Cohen l'a quasiment remis au prix d'achat. Le potentiel acheteur lui donne un rendez-vous au Pont d'Orly le 4 janvier. Simon Cohen se rend à ce rendez-vous, rencontre ce monsieur qui fait le tour du véhicule et qui lui dit « J'ai un restaurant discothèque juste à côté, à Viry-Châtillon. J'aimerais qu'on finalise la vente de ce véhicule dans mon restaurant puisque j'ai un chèque de banque certifié qui vous attend là-bas. » Il est un petit peu étonné par le profil de l'acheteur. Il s'attendait pas à quelqu'un qui s'exprime comme ça, avec un tel physique. Mais comme effectivement, il a un fonds de commerce, il peut avoir les moyens, discothèque, le monde de la nuit. Pourquoi pas la voiture de luxe, ça peut se comprendre. Donc Simon Cohen le suit bien volontiers avec sa voiture et il se retrouve donc au restaurant discothèque de Viry-Châtillon. Il trouve que l'endroit est un peu miteux, effectivement, c'est pas du tout envie ni d'aller manger là, ni de rentrer dans cette discothèque. Mais il connaît pas le quartier, donc il dit c'est peut-être ce qui marche dans le coin. Il accepte de faire le tour du propriétaire, c'était pas tout à fait dans ses plans, mais il se dit « Ah bon, ça a l'air de lui faire plaisir, il a l'air d'en être fier de sa discothèque un petit peu vétuste ». Frédéric Adman lui fait une démonstration. Il lui montre les boules à facettes, les stroboscopes, la piste de danse. Il trouve ça presque un peu ridicule. En fait, il s'en fout, lui, il veut vendre sa voiture. Et quand Frédéric Adman se penche sur la banquette pour prendre sa carabine 22 long rifle, Simon Cohen pense encore qu'il est en train de lui montrer tout ce qui meuble sa discothèque. Regardez, j'ai de la musique, j'ai de la lumière, et puis j'ai une arme aussi, parce que quand on travaille la nuit dans une discothèque, il faut se protéger. La discothèque est plongée dans le noir. Il entend « bon ». Allez, et lui tire dessus. Il se prend une première balle, là c'est un état de sidération totale. Il entend l'arme qui se recharge. Il se prend une deuxième balle. Et là, Simon Cohen, porté par l'adrénaline, va chercher à sauver sa peau par tous les moyens. Il a monté les escaliers de la discothèque. Il rentre dans le restaurant et il essaye de s'enfermer puisqu'il est persuadé que celui qui lui a tiré dessus va le suivre. Il s'appuie contre la porte d'entrée pour éviter que celui qui vient de lui tirer dessus ne le rejoigne et va poser son pied contre le mur pour bien retenir la porte. Il est dans l'alignement de la cuisine du restaurant qui contient une trappe au sol. Et comme dans un film d'horreur, il voit la trappe se soulever et le canon du fusil se présenter. Il comprend que cette fois, il n'y a plus personne derrière la porte et qu'il peut y aller. Il arrive à sortir et il arrive à escalader un muret pour aller chez le voisin. Il va se jeter dans le jardin de Monsieur Lamour, le voisin, qui est en train de défaire son sapin de Noël, puisqu'on est le 4 janvier. Et à ce moment-là, celui qui lui a tiré dessus ne se démonte pas, sort de la discothèque et court dans la rue et se met à hurler « Appelez la police, c'est un voleur, appelez la police ». Le voisin ne réagit pas du tout aux cris de cette personne, mais plutôt à l'état de Simon Cohen et appelle les services de police et de secours. Le tireur disparaît. Il est transporté aux urgences et là, clairement, son pronostic vital est engagé. Il va falloir 7 heures d'opération, 8 jours de coma, ce qui est pas rien. Il survit. Simon Cohen, c'est vraiment un miraculé. Quand il se réveille, on vient l'interroger, avoir sa version des faits. Simon Cohen a gardé à l'esprit le nom de Frédéric Adman qui s'est présenté comme ce potentiel acheteur. Et donc, à l'hôpital, il va décrire Frédéric Adman, petit, il est brun, il est typé italien, donc aucun rapport avec Frédéric Adman. Et donc, les policiers vont aller interroger le voisin. Et il lui dit, est-ce que vous connaissez la personne qui est dans ce restaurant? C'est Monsieur Adman? Et l'autre dit, mais non, c'est pas lui. Il y a un nouveau propriétaire. Et comment il s'appelle? Stranieri. Et donc là, les policiers vont se rendre compte de la supercherie.
un avis de recherche, il y a quelques enquêtes qui sont faites, mais Alfredo Stranieri, on ne sait toujours pas où il est. Nous, on peut tenir informé Simon Cohen de pas grand-chose. Il est toujours en état de sidération, toujours en état de choc et dans une paranoïa extrêmement importante qu'il se dit, il va revenir. Il n'a pas réussi à me tuer, donc il va réessayer. Il est terrorisé, mais terrorisé, vraiment. Alfredo Stranieri est d'une certaine façon en cavale. Les policiers n'auront pas lieu de l'interroger, donc ils vont s'adresser à sa femme, laquelle est très étonnée. En tout cas, elle leur donne cette impression. Elle leur dit que jamais son mari ne ferait de telles choses et que s'il s'est enfui, c'est parce qu'il a peur et qu'il est la victime dans cette affaire. Alfredo Stranieri, il a plus de 40 ans, 3 enfants qui le décrivent vraiment comme un père idéal, qui s'en sort pas forcément très bien. Il avait réussi à être directeur commercial d'une entreprise. Il va vanter des petites boîtes, des petits coups, des opérations financières, etc., dont aucune d'ailleurs ne va marcher. Il est pas très doué, il est pas très bon gestionnaire, Alfredo Stranieri, donc au final, il profite. Il vide les comptes, il prend tout l'argent qu'il peut prendre. Il donne l'apparence d'essayer de gérer, mais il se rend bien compte qu'il n'y arrive pas très bien. On pense qu'effectivement, il fait des petites magouilles et que c'est pas très très grave. Bon, il a plein de petites choses à se reprocher, mais pas des crimes. Donc, c'est à la fois rassurant et pas rassurant non plus. Est-ce que c'est un homme d'affaires qui fait quelques fraudes, voilà, ou est-ce que c'est un tueur ? En ce début d'année 1999, Alfredo Stranieri est en cavale. Les parents de Nathalie Girard cherchent toujours leur fille. Et personne, pas même la police, ne fait le rapprochement entre les deux affaires. Quelques semaines plus tard, à 600 km de là dans l'Aveyron, un autre couple disparaît à son tour. On est dans l'Aveyron, dans un coin extrêmement tranquille, qui a vraiment beaucoup de caractère, de charme, et un endroit qui est vraiment très beau. En avril 99, Claude Mouly et Nicole Rousseau ont une bonne nouvelle. Leur auberge, la Bourriate, est vendue. La Bourriate, c'est une petite auberge très sympathique, très champêtre, au milieu d'une belle campagne de l'Aveyron. Florence Rowe, avocate de Corinne Mouly. Une auberge qui est assez isolée. On sait qu'elle sert surtout pour les randonneurs qui font du cheval ou les randonneurs à pied qui font étape dans cette maison. Patricia Holderbach, journaliste Centre Presse. C'est sans prétention, c'est confortable, c'est très agréable, très joli. Claude Mouly et Nicole Rousseau se séparent. Ça fait quelques mois qu'ils ont pris cette décision. Ils ont la soixantaine, ils ont envie de passer à une autre étape de leur vie. Et voilà, ils ont décidé de vendre. Ils avaient passé une petite annonce. Et c'est super parce qu'en plus, il y a un acheteur qui se présente. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Louis-Mathieu Nivose. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.